paysans, chevaliers, bourgeois et moines constituaient les 4 ordres du Moyen-Âge. Cette époque jugée obscure, rétrograde et cruelle est aussi celle où l'Europe moderne puise ses racines. Les bibliothèques des monastères et des universités sont la mémoire du Moyen-Âge. Grâce aux livres de cette époque, nous savons tout ou presque de ce qu'ont fait et pensé les rois et les empereurs, les moines et les évêques, les nobles et les bourgeois. En revanche, les livres ne nous apprennent pas grand-chose sur les paysans. Les paysans ne savaient ni lire ni écrire. Et ceux qui avaient un minimum d'instruction ne vouaient à la lecture et à l'écriture qu'un intérêt limité. Les paysans sont la majorité silencieuse du Moyen-Âge. Leur vie est uniquement représentée sous forme de ravissantes miniatures dans les missels. Mais ces images ne nous renseignent pas sur la pauvreté et le servage qui était le propre de la condition paysanne. C'est pourquoi il faut, pour parler d'eux, quelqu'un qui les connaissait bien. Un homme issu du peuple ambulant des ménestrels. On m'appelle Adam. Je suis un enfant de Vénus, car je ne connais ni mon père ni ma mère. Je ne sais pas non plus d'où je viens. La vie ne tient qu'à un fil, disent les paysans. Moi, c'est mon gagne-pain. Depuis ma naissance, je suis par monts et par vaux pour gagner de ci, de là, quelques poignées de pièces. On nous fait plutôt bon accueil au mariage chez les paysans. Ils aiment nos spectacles d'acrobates et de ménestrels, ce qui ne les empêche pas de nous mépriser et de nous considérer sans honneur et sans droit. Eux sont les esclaves des seigneurs. Nous, les saltimbanques, nous sommes libres et sans attache. Qui se marie par temps de brume peut se fier à sa femme. Mais un couple de paysans ne peut se marier sans l'accord de son seigneur. Pour que celui-ci renonce au jus primae noctis, son droit de cuissage, le fiancé doit lui verser l'impôt sur la pucelle. À ma connaissance, aucun seigneur n'avait fait usage de ce droit. À l'époque médiévale, l'Europe foisonnait de villages idylliques comme celui de Najac, dans l'Aveyron. À eux seuls, les paysans représentaient plus de 75% de la population. Ils vivaient au pied des châteaux forts, sous la protection de leurs suzerains, mais dans sa dépendance aussi. Très peu d'entre eux étaient des hommes libres, la plupart étaient des serfs. Pour l'entretien d'un seul chevalier et de son château, il fallait mettre à contribution 7 villages. J'admire chez le paysan sa capacité à nourrir le monde. Et je te conseille, chevalier, de lui accorder ta protection. Les paysans menaient une vie simple, étriquée et monotone. Les jours de marché étaient donc une distraction bienvenue. Le monde des paysans se termine aux frontières du village, d'où l'idée qu'on revient plus intelligent du marché. Approchez, messieurs, dames, je peux vous soigner par la foi de Dieu.
Je m'y entends enseigner. Je peux opérer de la cataracte, faire recouvrir la vue aux aveugles. Je suis même arracheur de dents à mes heures. Laissons les remèdes miracles aux charlatans et aux médicastres. Moi, je connais mon art. Si seulement c'était le marché tous les jours, j'aurais fait fortune en un tournement. Ce qui ne figure dans aucun document, ni aucune chronique du Moyen-Âge, les anthropologues du Musée d'histoire naturelle de Vienne tentent aujourd'hui de le découvrir. De quel tard les paysans du Moyen-Âge étaient-ils affligés? Comment se nourrissaient-ils? De quelles maladies souffraient-ils? De quoi mouraient-ils? Les fouilles d'un cimetière du Xe siècle en Autriche devraient apporter des éléments de réponse. Plus de 200 squelettes ont été examinés. Les anthropologues sont capables non seulement de définir l'âge du mort à partir des os et du crâne, mais aussi, comme les pathologistes, les orthopédistes et les dentistes, de poser un diagnostic et de rechercher des syndromes. Les tombes ne contenaient que quelques objets sans valeur. Ce sont des paysans et des domestiques qui furent enterrés à Garstunau. Jusqu'à quel âge vivaient-ils? Statistiquement, en moyenne, 21 ans. Mais le taux de mortalité infantile très élevé fausse le tableau. En effet, un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 10 ans. En réalité, beaucoup de paysans vivaient au-delà de 40 ans. Un dixième d'entre eux dépassait même la soixantaine. Les anthropologues examinent les os au microscope à la recherche de divers symptômes. Ils peuvent ainsi déceler des anomalies de croissance dues aux fréquentes périodes de disette. Des inflammations du tissu osseux sont signes d'infection, tandis que les altérations osseuses témoignent d'une carence en vitamine C. Maria Teschler-Nicolas est à la tête du projet. Avec des archéologues et des médecins, cet anthropologue a initié une étude épidémiologique à l'échelle d'un village entier. Une observation récurrente est la formation de trous, indice de tuberculose osseuse. Dans le matériel de Garstunau, nous avons noté une série d'altérations du squelette qui correspond à de nombreuses occurrences de tuberculose, de méningite et d'autres inflammations des os. J'ai ici un cas de tuberculose chez un enfant qui s'est traduit par une destruction du corps vertébral. Cette maladie infectieuse a probablement été transmise par du lait non bouilli. La contagion a sans doute été favorisée par la densité de population. Les fouilles archéologiques ont en effet mis en évidence la promiscuité de l'habitat avec, pour résultat, un risque élevé de contagion. Quelle différence avec la vie des paysans telle qu'elle est représentée dans les missels de leur seigneur. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute celui intitulé « Les très riches heures du duc de Berry ». Les enluminures des frères Limbourg sont des chefs-d'œuvre de la peinture occidentale. Ces illustrations de calendrier embellissent la réalité. Personne ne serait allé au champ en habit du dimanche. Ces nécessiteux triment tous les jours pour subvenir aux besoins des autres et ne récoltent que de maigres fruits de leur labeur. Ils doivent se contenter de manger la même chose que leurs cochons. Garçons et filles vont nus, sans pudeur, pour la plus grande joie des nobles. Pour mieux comprendre la vie quotidienne des paysans à cette époque, les archéologues ont reconstruit un village médiéval à Düppel, près de Berlin. On y vit, on y travaille comme au Moyen-Âge. Les gens de la campagne mènent une vie laborieuse. Ils doivent labourer les champs,
semer, récolter et engranger la moisson. La condition de paysan n'est pas une sinécure. Ils boivent de l'eau et du lait caillé, mangent du pain et de la bouillie d'avoine. Ce n'est qu'au bas Moyen-Âge que le seigle et l'avoine, jusque-là considérés comme de la mauvaise herbe, furent cultivés avec de bons rendements. Mais les mauvaises récoltes à répétition provoquaient des famines catastrophiques. La misère engendra l'ingéniosité. Avec l'assolement biennal, seule la moitié des terres était ensemencée de céréales, tandis que l'autre moitié restait en jachère afin de se régénérer. L'année suivante, c'est le champ moissonné qu'on laissait au repos. L'assolement triennal révolutionna l'ancien système. Un tiers des terres cultivables étaient ensemencées de céréales de printemps, par exemple du blé, et un tiers de céréales d'automne, comme le seigle. Désormais, ce n'est plus la moitié, mais seulement un tiers de la surface qui restait en jachère. Les années suivantes, on pratiquait la rotation des cultures. Grâce à l'assolement triennal, le rendement augmenta de 16% et les paysans purent faire 2 moissons par an au lieu d'une seule. Les historiens parlent de révolution agricole. Sans ce surplus de céréales, il n'y aurait eu ni croissance démographique, ni cathédrale, ni ville. Et sans ce seigle, pas de pain noir qui divisait déjà le nord et le sud de l'Europe. Même le meilleur des champs ne donne pas de fruits tout seul. À partir du Moyen-Âge, l'agriculture devint une science. Le premier traité moderne d'agronomie, écrit par Walter of Henley, date de 1270. Son but, améliorer le rendement. Ce livre est l'exemple type du manuel qu'utilisaient les monastères en Angleterre au XIIIe puis au XIVe siècle pour optimiser la gestion de leurs terres. Ils y trouvaient des conseils d'ordre juridique, mais aussi agricole, notamment concernant le labourage, les semailles, les fumures et la fertilisation des sols. Tout était soigneusement noté pour que l'expérience accumulée serve à améliorer le rendement et la production. Ce qui impliquait également une comptabilité efficace et une certaine gestion du personnel pour choisir et former les personnes adéquates. C'est à l'origine du management d'entreprise tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les paysans versaient la dîme à l'église, mais également des redevances élevées aux propriétaires des terres sur les céréales, la paille, le bétail, etc. Ils devaient céder jusqu'à la moitié du produit de leur travail. Pour la Saint-Martin, les seigneurs exigeaient en outre les oies Martin. Que ce soit l'oie la plus grasse ou les plus belles pommes, le seigneur a toujours droit au meilleur. Les paysans mangent rarement à leur faim. Ils se nourrissent d'herbes, de racines et d'écorces. J'entendis une dispute. Un paysan apportait au bailli moins que ce qui était demandé. Je n'allais pas rester les bras croisés tandis que le bailli dépossédait ce pauvre hère. Je décidai de prendre l'affaire en main et me fis expliquer ce qui manquait. Le bailli aurait ce qu'il voulait. Un œuf, puis un deuxième, et la dette du paysan fut soldée. Mais un des œufs était pour lui qu'il ne meure pas de faim. Les archives de la couronne d'Aragon à Barcelone permettent de se faire une idée de l'importance des impôts pour l'Europe. C'est ici que sont conservés des dizaines de milliers d'actes d'imposition datant des XIIIe et XIVe siècles. Avec Sanchez Martinez,
Plusieurs historiens ont étudié la fiscalité de la couronne et des communes. Ils ont épluché page par page les comptes du roi, les listes d'impôts, les requêtes et les doléances. Pour financer la bureaucratie d'État et l'armée, les recettes issues des domaines royaux ne suffisaient plus. Le royaume d'Aragon mit alors en place une taxe progressiste et révolutionnaire, l'impôt sur le revenu. La déclaration del patrimonio que se pratica hoy. La déclaration de revenus sous sa forme actuelle, la TVA, l'impôt sur le revenu qui nous pèse tant, la dette publique, les banques publiques, toutes ces choses qui nous sont si familières aujourd'hui sont apparues mutatis mutandis entre le XIIIe et le XVe siècle. Todas estas cuestiones para hoy tan familiares fueron inventadas, digámoslo así, mutati mutandis. Ceci s'est mis en place sous l'impulsion de groupes d'intérêts influents, de percepteurs et de fonctionnaires conviés au banquet fiscal organisé par la monarchie et les communes. La fiscalisation est un facteur essentiel de la genèse de l'État moderne. Un ingrediente básico en la llamada génesis del Estado moderno. Au XIIIe siècle, tous les ménages du royaume d'Aragon furent pour la première fois immatriculés au registre des impôts. Chaque sujet devait déclarer ses biens, ses revenus et ses rentes pour le calcul de l'impôt sur le revenu, qu'il soit propriétaire terrien, entrepreneur ou journalier. Ce n'est plus seulement la fortune qui était imposée. Les dettes des contribuables insolvables ou retardataires étaient consignées par écrit puis rayées une fois acquittées, avec les compliments du fisc. En Angleterre, l'empire de Guillaume le Conquérant s'étendait d'un bout à l'autre du pays. Comment imposer les biens de ses sujets le plus équitablement possible pour ne pas les mécontenter? La levée des impôts fut étrenée en 1086, l'année où le roi fit dresser le Domesday Book. C'est le premier document cadastral d'Europe qui marqua l'avènement d'une nouvelle ère fiscale. Les domaines de tous les ducs et feudataires, de toutes les abbayes et églises, y sont recensés par comté. Le roi pouvait ainsi lever l'impôt foncier jusque dans les moindres recoins du royaume. Il devait cependant veiller à ce que l'impôt soit juste. Personne ne devait être avantagé ou défavorisé. Et personne ne devait échapper à l'impôt. Personne n'aime les impôts. Alors pourquoi ces gens ont-ils joué le jeu? On peut donner comme réponse classique que l'impôt est notre contribution à la société civilisée, ce qui était particulièrement vrai au XIe siècle. Car si vous ne payiez pas vos impôts, vous perdiez vos terres et votre statut. Autrement dit, vous deveniez quasiment un esclave. Il était d'une importance vitale de participer au réajustement de l'impôt, parce que vos moyens d'existence et votre statut légal en dépendaient. C'était capital. C'est un peu comme s'ils étaient membres d'un club et qu'ils ne payaient pas leurs cotisations. Dans ce cas, ils ne pourraient pas profiter des avantages. Si vous êtes inscrit dans un club de golf et que vous ne payez pas votre cotisation, vous n'avez pas le droit de jouer. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, disent les paysans. Plus rien ne nous retenait ici. Le mariage était terminé, nous poursuivîmes notre route. Plus étroite est la cage, plus belle est la liberté. Nous, les saltimbanques, refusons d'avoir un maître ou d'être les valets de quiconque. Même si nous vivons au jour le jour, finalement nous sommes faits pour la vie nomade. On ne peut pas danser en même temps à 2 mariages. Je préférais danser pour des ventres pleins plutôt que pour des ventres vides.
La vie ne tient qu'à un fil, et ici, c'est vraiment dangereux. Sainte Vierge, viens à mon secours. Dames religieuses, chevaliers, gentes dames, faites-moi confiance. Bandits de grands chemins, noirs et marrons, prenez ce qui vous chante. Barons, paysans, valets, je vous divertis. Ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Ils voulaient tous voir ce que je savais faire. Avec eux, nous sommes sûrs de toucher un salaire qui devrait nous durer longtemps. Leurs granges sont certes pleines, mais ils se plaignent du manque d'argent. Mais qui n'échangerait pas sa place avec eux? Au moins, ils ont un toit au-dessus de leur tête. Le château Chillon sur le lac Léman semble tout droit sorti d'un conte de fées. Pourtant, la vie dans un château médiéval n'avait rien de romantique, comme en témoigne le chevalier Oswald von Wolkenstein. Il y a un incessant va-et-vient de cavaliers, parmi lesquels se trouvent maints voleurs, des bandits. La puanteur règne. Soucis et peines s'égrènent tout au long de la journée. C'est une agitation continuelle et un tumulte ininterrompu. De nombreux chevaliers étaient sans fortune, et seuls, une poignée d'entre eux pouvaient s'offrir des tapisseries pour isoler un peu les murs du froid et de l'humidité. En hiver, les pièces étaient glaciales. Seule la salle chauffée avait une cheminée autour de laquelle se pressait le seigneur du château et sa famille. Les invités avaient également le droit de se réchauffer auprès du feu. Les domestiques s'asseyaient au dernier rang. Seuls de rares châteaux possédaient des vitres en verre trempé. Lorsqu'il faisait trop froid, les ouvertures étaient bouchées avec des coffrages en bois. C'est ainsi qu'il faisait souvent sombre, même en plein jour. L'expression « période obscure du Moyen-Âge » est à prendre au pied de la lettre. Il existait certes des bougies de cire qui ne fumaient pas, mais elles coûtaient extrêmement cher et leur usage était réservé aux églises ou lors des festivités. Dans la vie de tous les jours, on utilisait du suif, une graisse animale. On en garnissait les lampes à suif qu'on allumait avec une mèche. Le copeau résineux dégageait énormément de fumée, car on utilisait du pin sylvestre ou du bouleau. Là encore, on obtenait un feu d'une intensité relativement faible. Mais en général, on n'était pas tributaire de ces sources de lumière, car on se levait au chant du coq et on se couchait avec les poules. La noblesse nous a légué les règles de savoir-vivre qui firent leur apparition au Moyen-Âge. Pour le sociologue Norbert Elias, elles sont l'acte de naissance de la civilisation. Ne t'essuie pas les mains sur la nappe, ne jette pas des eaux derrière toi. Même la société choisie a dû apprendre les bonnes manières. Pour ménager des susceptibilités à fleur de peau, on évitait à table de pointer son couteau vers un convive quelconque. Cela risquait d'être mal interprété. Avec l'art de la table, les couverts firent également leur apparition à cette époque. La table médiévale était très simple. En règle générale, on n'avait pas besoin d'assiettes. Dans le meilleur des cas, l'invité avait une petite planche sur laquelle il pouvait découper sa viande. On lui donnait une cuillère pour qu'il se serve de la bouillie dans le plat. Et il avait un couteau sur lui. Pour les morceaux, toute la famille se servait directement dans le plat avec les doigts. C'est ce qui explique qu'on s'essuyait les mains sur la nappe. Avec le temps, il est devenu d'usage d'utiliser une alène permettant de piquer les morceaux au lieu de les prendre avec les doigts.
Et ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge que la fourchette a fait son apparition. Une fourchette à 2 dents. Peu à peu, ont ainsi fait leur apparition les couverts que nous connaissons aujourd'hui. Cuillères, fourchettes et couteaux. Comme d'habitude, nous n'avions droit qu'au reste, et encore si nous avions bien diverti le Seigneur. Et Dieu sait que nous l'avions fait. J'avais risqué ma vie et mérité en conséquence une récompense sonnante et trébuchante. Mais fi de cela, on nous réunit des vêtements que le Seigneur ne portait plus. Certes, l'habit fait le moine, mais il nous était défendu de les porter. Plaie d'argent n'est pas mortelle, je pris le parti d'en rire. Seuls les nobles avaient le droit de porter des habits somptueux. Le code vestimentaire du Moyen-Âge était strict. D'après la loi, le paysan ne doit porter que du noir ou du gris. Aucune autre couleur n'est admise. Un sarrau de grosse toile, des sabots et une paire de bottes en cuir de vache sont assez. Voici des habits de riches. Ils avaient naturellement le droit de porter de la couleur et des étoffes précieuses. À l'époque, ces couleurs étaient liées à l'alchimie et à une certaine magie qui, si c'était de belles couleurs lumineuses, rejaillissait sur celui qui les portait. Elles étaient bien entendu interdites aux paysans, qui n'avaient droit qu'aux couleurs naturelles, gris, noir, marron, comme les moines et les religieuses. C'était la couleur de la pauvreté et de l'humilité. La seule dérogation qu'on leur accordait était de pouvoir porter du bleu les jours de fête ou pour aller à l'église. Les paysans n'avaient pas le droit de porter des étoffes de qualité supérieure, de la fourrure et des bijoux comme les nobles sous peine de sanction. Les distinctions sociales devaient s'afficher clairement. Les paysans entendaient le curé prêcher « Qui cultiverait les champs si vous étiez tous des seigneurs? Vous devez être ce que Dieu veut. » Qu'ils aillent au diable! L'ingratitude est le propre de leur monde. Nous n'avions reçu que de quoi nous remplir le ventre et des hardes de luxe. Au temps où Adam creusait et Ève filait, où était le noble? Je lui offris la coiffe, autant dire une déclaration. Le lendemain matin, je me retrouvais de nouveau seul. Il m'avait absolument tout pris, ne me laissant pas même mes chaussures. Bah, qui va nu-pied n'abîme pas ses chaussures. J'avais sous-estimé le vieux. Je poursuivis seul mon chemin au pays des Suisses. Ces gens-là aiment la liberté et ne se découvrent pas devant leur Seigneur. La chance me sourirait peut-être là-bas, qui sait.
Les montagnards et les bergers suisses contrôlaient le col de Gotthard, aux grandes dames des Habsbourg, qui depuis 1273 tentaient de leur dénier l'autonomie qui leur avait été accordée. Ils nommèrent des législateurs étrangers qui abrogèrent les anciennes lois. La résistance s'organisa. Les cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald conclurent un pacte d'alliance perpétuelle dans la prairie du Rütli, du moins selon la légende. Nous voulons être un peuple fraternel et uni, que ni le besoin ni le danger ne pourront diviser. Nous voulons être libres comme nos ancêtres, plutôt mourir que de vivre dans la servitude. Telles sont les paroles que Friedrich Schiller prêta aux confédérés. J'avais croisé dans un bois des vassaux et des serviteurs habsbourgeois en expédition militaire. Mon ventre criait famine depuis plusieurs jours. J'essayais de les divertir avec des tours. À votre bon cœur. Jamais je n'aurais cru être réduit à mendier. Tant pis, je me retrouvais palefrenier. Il y a pire quand on meurt de faim. Et la nuit, on dormait au chaud. Leur chronique illustrée décrit les péripéties des Suisses avec les Habsbourg. Durant plusieurs années, chevaliers et soldats du roi écumèrent leur pays pour réprimer les paysans rebelles. Les Autrichiens volèrent leurs bêtes, attaquèrent leurs villages. Les pillèrent et les incendièrent, et ils s'emparèrent de leurs femmes. Pour se défendre, les Suisses formèrent une armée populaire. En guise d'armes, les paysans prirent ce qu'ils avaient sous la main. Leurs fléaux devinrent des masses d'armes. Leurs fourches à fumier, des pics. Leurs faux, des lances à la lame tranchante. Les Suisses avaient aussi des instruments mortels, avec lesquels ils fendaient comme avec un rasoir leurs adversaires, pourtant mieux armés, et les découpaient en morceaux. Dans leur langue, ils appelaient cela des hallebardes. Ainsi équipés, les Suisses attendirent les Habsbourg le 15 novembre 1315 dans un chemin creux à Morgarten. Ils n'étaient que 1500 contre 5000 chevaliers bien équipés. Ils se tinrent en embuscade pour frapper le flanc de l'armée ennemie. Ils n'avaient ni bouclier, ni armure. Mais ils avaient du courage à revendre et savaient pourquoi ils se battaient. Pour leur liberté et leur indépendance. Contre les rustaux de paysans, comme ils surnommaient les rebelles suisses, les Habsbourg se vantaient que la partie serait vite gagnée. Mais quelque chose clochait. J'avais flairé du louche. Je prétextais des douleurs d'estomac et détalais dans le sous-bois. Leurs affaires ne me concernaient pas. Je leur faussai compagnie et courus me mettre à l'abri. Les vaillants Suisses jaillirent de leur cachette. Ce que je vis ressemblait moins à une bataille qu'à un massacre. Les chevaliers cherchaient lâchement leur salut dans la fuite. Les Suisses ne firent pas de quartier. Ils ne cherchèrent pas non plus à faire des prisonniers.
Ils massacrèrent tout le monde sans distinction. On rapporte que 1500 hommes furent tués lors de ce carnage. En apprenant de quelle façon cruelle leurs guerriers les plus valeureux avaient été massacrés, les fantassins se jetèrent affolés dans le lac. Forts de leur succès militaire, les Suisses devinrent les guerriers les plus convoités d'Europe. Les patriotes se recyclèrent en mercenaires d'élite. On appréciait leur autonomie au combat et surtout leurs armes, les hallebardes, qui pouvaient mesurer jusqu'à 4,5 mètres de long. Même les montagnards étaient sollicités pour leur prodigieuse ardeur au combat. Les mercenaires suisses étaient chers. C'était un article de marque. Mais avec eux, la victoire était presque assurée, et à ce titre, ils furent engagés par tous les puissants d'Europe. La garde suisse du Vatican témoigne aujourd'hui encore de cet âge d'or des mercenaires suisses. Ce n'est qu'une fois le combat terminé que je me rendis sur le champ de bataille. Plus d'un gisait, la poitrine transpercée par une pointe. Les Suisses n'avaient pas pu emporter tout leur butin. Le sol était partout jonché d'armures et d'épées appartenant aux Habsbourg. J'en profitais pour récupérer mon dû. Ce qui leur était arrivé n'était que justice. Ils avaient enfreint la loi et commis l'injustice. Nous voulons être libres, comme nos ancêtres. Plutôt mourir que de vivre dans la servitude. Le drapeau des Confédérés est conservé comme une relique au Musée national du canton de Schwyz. Au 11e mois d'hiver de l'an 1315, le canton de Schwyz, aidé par ceux d'Uri et d'Unterwald, contribua sous ma bannière à vaincre le duc Léopold d'Autriche à Morgarten. À Morgarten fut remportée plus qu'une bataille. La Suisse se constitua à partir des premiers cantons, auxquels adhérèrent par la suite tous les autres, et devint le premier État fédéral d'Europe doté d'une constitution démocratique. Un peuple libre sur une terre libre. Tout cela grâce aux paysans et aux bergers. Le Rütli, où les patriotes ont prêté serment, est également un sanctuaire national. Selon les historiens, il ne s'agit que d'une légende. Personne ne s'est jamais rassemblé dans cette prairie et il n'y a jamais eu de serment. Le Rütli a survécu à toutes les polémiques. Il renferme un symbolisme tout à fait particulier et continue d'incarner des valeurs comme la démocratie, la solidarité et surtout la liberté. C'est encore très présent chez les Suisses. Cela fait partie de leur conscience collective. On ne remet pas du tout en question les événements historiques qui se sont déroulés ici, ni les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés. L'année suivante, au printemps 1316, je parcourais la Bohême. Je n'étais pas né serviteur et je ne voulais pas devenir bouffon. Je me mis donc en quête de saltimbanques qui me prendraient avec eux et avec lesquels je pourrais de nouveau sillonner les villages. La chance me sourit, on voulut bien de moi.
Disparaissez tant troublé. Les yeux sont la porte de l'amour. Belle dame, fais-moi bon accueil lorsque je viendrai te voir. À l'époque où Adam bat la campagne, l'agriculture subissait de profonds changements. Dans le livre d'heures du duc de Berry, on voit les paysans travailler de façon encore traditionnelle. Les bœufs furent longtemps les tracteurs du Moyen-Âge avant d'être supplantés par les chevaux. Selon les historiens, cela aurait contribué à la révolution agricole de cette époque. Joe Hanson, agriculteur, nous explique pourquoi depuis son champ de Cheltenham. Ceci est un joug datant de l'époque médiévale. On le mettait sur la tête du bœuf et on l'attachait sous son cou. C'était impossible de faire pareil avec un cheval. Ça l'aurait étranglé, empêché de respirer. C'est à cette époque qu'on a inventé le collier de harnais pour les chevaux. Les chevaux se prêtent mieux que les bœufs au labour. Un cheval vaut 2 bœufs. Les chevaux sont plus forts, plus rapides. Ils sont pleins de bonne volonté et ne se découragent jamais. Alors qu'un bœuf, si vous le faites trop travailler, il se couche. La famille Hanson fait un pari. Elle va labourer une partie du champ avec des chevaux et des bœufs, les mêmes conditions s'appliquant aux 2 attelages. Grâce au développement du collier de harnais, on a pu utiliser les chevaux de selle comme animaux de trait. Les fers facilitaient la marche en terrain lourd. La charrue, à roues et socs métalliques, est une autre invention majeure du Moyen-Âge. Premièrement, elle est plus maniable. Deuxièmement, elle ne se contente pas d'érafler le sol comme le faisait l'arère à soc en bois. Elle trace des sillons profonds et retourne en même temps les mottes de terre, ce qui augmente le rendement des sols. Le résultat du test montre que les chevaux abattent au moins 2 fois plus de travail par jour que les bœufs. À leur rayon de braquage nettement plus faible, s'ajoute un rayon d'action plus grand, ce qui permet aux paysans de labourer des champs très isolés. C'est donc tout naturellement que le cheval vapeur est devenu l'unité de puissance de référence. Les moulins jouèrent également un rôle déterminant dans la révolution agricole du Moyen-Âge. L'Europe n'est pas un pays de riziculture, mais un pays céréalier. Le seigle n'est pas décortiqué comme le riz, il doit être moulu. La main-d'œuvre n'étant pas gratuite, on chercha à exploiter l'énergie du vent et la puissance de l'eau, ce qui nécessita de nombreuses innovations et inventions. Pour permettre aux roues hydrauliques verticales d'actionner les meules en pierre horizontales, on conçut des roues dentées, des boîtes d'essieu et des arbres à cames, et on mit au point les formules de rapport de transmission du tout premier engrenage. Les arts mécaniques permirent en outre le développement des moulins à papier, à foulon et à minerai, ainsi que des pompes pour le drainage des mines et des forges pour l'industrie naissante. Avec la céréaliculture et les moulins, l'Europe entra dans la première révolution industrielle. Au Moyen-Âge, l'industrialisation de l'Europe a pu prendre une avance décisive sur les autres civilisations grâce au progrès énergétique. L'énergie hydraulique avait déjà fait un grand bond en avant par rapport à l'énergie animale, ou tout simplement à l'énergie humaine. Un technicien italien du début du XVIe siècle a eu cette jolie expression. La puissance du moulin est supérieure à 100 hommes.
L'énergie hydraulique a donc remplacé une quantité énorme de main-d'œuvre. Et jusqu'à l'avènement de la machine à vapeur, elle fut un facteur déterminant de l'essor industriel. Il fallut attendre l'apparition de la machine à vapeur pour que soit franchie l'étape suivante de l'industrialisation de l'Europe. Des bruits me réveillèrent. Mes compagnons avaient volé dans la nuit le cheval d'un paysan. Les fripouilles, les coquins, les pourceaux, qu'est-ce qui leur avait pris? Les choses allaient beaucoup trop loin à mon goût. Je ne suis pas un voleur, moi, je ne voulais pas être mêlé à ça. Mais le lendemain, comme un fait exprès, c'est à moi que s'en prirent les paysans indignés. « Ménestrels les gredins, gibier de potence !» hurlait la meute. Ils me réservaient un procès expéditif. Le crime entendu, on édicte la peine à infliger. Le voleur sera pendu. Il s'agit d'un extrait du livre de droit le plus ancien et le plus important du Moyen-Âge, le Sachsenspiegel. Ce magnifique manuscrit historié est conservé à la bibliothèque universitaire d'Heidelberg. Au Moyen-Âge, le droit se résumait aux us et coutumes des ancêtres. Il était transmis oralement. Heike von Rebgau fut le premier, au début du XIIIe siècle, à mettre par écrit les lois en vigueur dans sa province de Saxe. Son recueil de droits coutumiers est devenu un ouvrage de référence en Europe centrale. Il nota par écrit le droit du fief et le droit de la terre et décrivit les délits et les peines sous forme d'illustrations. Il traitait des crimes graves, mais aussi des simples querelles de voisinage. À qui appartiennent des oies égarées? À qui sont les fruits de votre pommier qui pendent par-dessus la clôture? Ils sont aux voisins, ça n'a pas changé. Les peines étaient draconiennes, mais jamais arbitraires. Les voleurs à la tire avaient la main tranchée. Les femmes adultères étaient fouettées sur la place publique et on leur coupait les cheveux. Dans le Sachsenspiegel, deux systèmes de poursuite pénale coexistent. Dans l'ancien système, les familles brouillées s'entendaient sur une compensation financière, une indemnité que la famille de l'auteur du délit devait verser à la famille de la victime. C'est l'équivalent, dans une certaine mesure, de la médiation pénale actuelle. Parallèlement, était pratiqué un système moderne pour le XIIIe siècle qui comprenait les châtiments corporels et la peine capitale. C'est la fameuse loi du talion de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, appliquée en droit criminel. Le voleur est pendu, le meurtrier est condamné à la roue, le faux monnayeur ébouillanté dans de l'eau ou de l'huile. J'avais été pris, je serais pendu. Le gibet est le lot des malchanceux. Personne ne voulait me croire. J'avais pourtant pris à témoin Dieu et tous ses saints. Seule ma nouvelle compagne était convaincue de mon innocence. Elle déclara devant le bailli qu'elle voulait m'épouser. C'est ainsi qu'en vertu d'une vieille loi coutumière, j'échappais à la pendaison. Il s'écoule 4 mois entre les semailles et la récolte, disent les paysans. Chez nous, ça va durer un peu plus longtemps.
J'étais fatigué de cette vie nomade. L'air des champs rend indépendant, l'air des villes rend libre. Dans un an, nous ne serons plus des individus sans honneur et sans droit, mais des citoyens libres.